Bonsoir et bienvenue à ce débat public intitulé « Pour une clinique du sujet » et proposé par Jean-Baptiste Legouis, membre du RPH. Depuis la parution du DSM-3 en 1980, c'est une dimension dite athéorique qui est volontairement privilégiée. Or, il s'avère que ce parti pris idéologique n'est pas sans effet, puisqu'il a fait disparaître l'approche psychodynamique de la psychopathologie et les références à la psychanalyse, en même temps qu'il met sur le devant de la scène l'idéal scientiste et la clinique du médicament. De cette approche athéorique, de nombreux cliniciens se sont déjà légitimement demandé si ce n'était pas davantage d'une visée anti-psychanalytique dont il était question. Car c'est bien la rencontre humaine, dans ses imperfections et ses incertitudes, qui a été balayée. 20 ans après l'introduction de cet outil, nous avons le recul nécessaire pour saisir les effets de cette idéologie qui n'a rien à l'idéal. Différents constats ont été posés, tels que le manifeste pour en finir avec le carcan du DSM, qui expose de manière claire et accessible les points problématiques de ce manuel. C'est ainsi qu'il interroge la validité scientifique et méthodologique de cet outil, son caractère hégémonique, inhérent à la manière dont il est imposé sur la scène sociale par les entreprises pharmaceutiques, les compagnies d'assurance et autres groupes de pression. Enfin, il est question des coûts financiers et de la surmédicalisation qui nuisent tant à l'être humain qu'au portefeuille de l'État. Depuis la fin du mois de mai et la parution du 5e opus du DSM, la toile s'emballe et pointe les risques de cet outil. Pour exemple, l'article de la revue Marianne, intitulé « Y a-t-il encore des gens normaux pour lire cet article ?», propose sur le ton de l'humour un texte au constat évocateur, en relatant quelques-unes des nouvelles maladies mentales recensées par le fameux manuel, telles que le trouble du curage de peau, indiquant par là que les adolescents ont du souci à se faire, ou encore le syndrome dysphorique prémenstruel, faisant de l'irritation des dames à l'approche de leurs règles un trouble potentiel. Pour ouvrir ce débat, je propose donc les questions suivantes. Comment proposer une classification qui n'élimine pas la subjectivité? Comment se dégager de cette conception réductionniste d'un homme-machine pour lequel un symptôme correspondrait à un dysfonctionnement du corps? Comment articuler l'organisme à l'animique plutôt que les opposer? Est-il possible de proposer une définition de l'être et de sa souffrance qui prendrait en compte sa dépendance à la chaîne signifiante? Existe-t-il une clinique sans considération pour la valeur des symptômes, en tant qu'ils font certes souffrir, tout autant qu'ils soutiennent l'échafaudage de l'être? Autant de questions qui trouveront peut-être écho ce soir. Il est temps de passer le relais aux intervenants qui vont animer cette soirée.